Merci, Monsieur le Président, et merci pour la mise au point que vous venez de faire, qui est, je crois, utile dans ce contexte. Je souhaite, comme beaucoup, m'exprimer sur les conséquences politiques du conflit ukrainien. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour les quelques 10 000 personnes qui y ont perdu la vie, les plus de 20 000 blessés et le 1,5 million d'Ukrainiens chassés de leur maison. La réalité du conflit, c'est d'abord cela, et il ne faut jamais l'oublier. En France, certains de mes collègues députés ont jugé utile, durant l'été passé, de se rendre en Crimée pour y reconnaître l'occupation russe. Je le déplore profondément. Je me félicite que votre rapport, Madame Zelienkova, rappelle à chacun, à commencer par la Russie, l'exigence de respecter l'intégralité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Cela entend, entre autres, la Crimée, qui est et reste en droit une partie du territoire ukrainien. Cela vaut aussi pour le Donbass, où il est primordial que la Russie cesse de soutenir militairement les forces séparatistes. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à rappeler avec force la prééminence du droit international et l'obligation de respect du statut du Conseil de l'Europe. Ne perdons pas de vue, en effet, que ce conflit oppose deux États membres de notre organisation, dont l'on voudrait imaginer qu'ils excluent a priori toute forme de rhétorique guerrière. Comment en sortir? Par le strict respect des accords de Minsk. Tout ou presque y est en effet inscrit. Cela veut dire cessez-le-feu et retrait du territoire ukrainien pour la Russie, mais également réforme des institutions, décentralisation et lutte contre la corruption pour l'Ukraine. Chacun a ainsi sa feuille de route et elle doit être tenue. Je reste vivement préoccupé par les atteintes aux droits et libertés dans les régions affectées par ce conflit. Je pense en particulier aux actions contre les médias indépendants, au harcèlement des opposants et à la répression contre les minorités, notamment les Tatars de Crimée. Je m'inquiète également que les instances compétentes de notre organisation, le Conseil de l'Europe, se voient refuser l'accès total et sans entrave à la péninsule de Crimée pour y accomplir leur mission. Il faut savoir reconnaître qu'aucune paix durable n'émergera dans ce contexte si le respect des droits de l'homme continue d'être passé par pertes et profits. Ni la faiblesse, ni l'intimidation ne construisent jamais la paix. Le processus de réconciliation requiert que soient appréhendés des deux côtés les auteurs des pires crimes, depuis le meurtre jusqu'aux disparitions forcées en passant par la torture. Il faut vouloir être juste et intransigeant pour construire l'avenir. Cela entend pour l'Ukraine de tenir tous ses engagements, notamment ceux relatifs à la réforme du système judiciaire. Cela entend aussi veiller à ce que les enquêtes relatives aux tragiques événements de l'Euromaïdan et d'Odessa aillent sereinement à leur terme dans la plus grande impartialité. Je souhaite conclure en rappelant la responsabilité qui incombe à notre Assemblée. Elle est une plateforme de dialogue inédite, un lieu où peut s'exercer sans entrave la diplomatie parlementaire. Il est temps pour nos collègues députés russes de revenir à Strasbourg, sans faire le procès du passé, sans amertume, sans poser de conditions, tout simplement parce que notre échange peut et doit contribuer à la résolution du conflit. Merci, Monsieur le Président.